on va parler de deux catégories d'aliments qui sont peu, et je dirais même pas physiologiques. Je dirais même nuisibles, toxiques et dommageables pour la santé. Ça concerne les produits laitiers et les aliments amidonnés. Alors on pourra faire des sous-catégories dedans. Déjà, ce qu'on peut dire, c'est que c'est paradoxal, puisque dans l'alimentation moderne occidentale, ça représente un pilier, je dirais presque inamovible, de l'alimentation quotidienne, et un pilier essentiel des recommandations en diététique classique. Il est dit sucre lent, féculent à chaque repas, et il est dit aussi produits laitiers à chaque repas, plus, en tant qu'en-cas, le matin ou l'après-midi. Comment alors je peux affirmer, froidement, que ce sont des poisons, s'ils sont autant recommandés? Alors on pourrait faire une question sous forme de sophisme. Est-ce que l'état sanitaire de l'occidental moyen est satisfaisant? Est-ce que le diabète régresse? Est-ce que le cholestérol régresse? Est-ce que l'obésité régresse? Est-ce que les maladies auto-immunes régressent? Est-ce que l'asthme régresse? De manière générale, est-ce que toutes les pathologies régressent? La réponse est non, c'est même pas une stagnation, c'est une augmentation exponentielle. Et aujourd'hui, on a de larges études internationales, validées au niveau médical, qui attestent que, pour beaucoup, les éléments que je viens de nommer représentent une obstruction à l'épanouissement d'une bonne santé. C'est une différence d'être en santé satisfaisante et d'être en très grande santé. Je considère donc que les aliments que j'ai cités, produits laitiers, produits amidonnés, sont, dans le meilleur des cas, une obstruction à l'épanouissement et dans le pire des cas, cause de maladies dégénératives menant lentement mais sûrement au décès. Il y a plusieurs façons d'aborder cette problématique des aliments non physiologiques, soit maladie par maladie, soit catégorie par catégorie. Je ferai une aparté tout à l'heure sur le diabète, qui est une pathologie grandissante, qui affecte de plus en plus de monde, et les individus sont touchés de plus en plus tôt. Et le régime y est pour beaucoup, c'est-à-dire le régime alimentaire avant le diabète, et le régime recommandé par les médecins nutritionnistes, oncologues, diabétologues, y est encore plus, dans le fait de ne pas pouvoir endiguer. Donc je ferai une aparté spécifique. Mais avant cela, je vais séparer et regarder distinctement les produits laitiers et les produits amidonnés. Donc les produits laitiers. Si on regarde froidement les produits laitiers, ceux qu'on consomme, majoritairement, quand je dirais lait, ça sera le lait de vache, celui qui est le plus consommé. Qu'est-ce que le lait de vache? L'aliment physiologique du veau pour sa croissance, aliment unique, jusqu'à ses 6 mois, date de sa période de sevrage, où il va aller ensuite brouter de l'herbe, dans laquelle il y aura de l'herbe fraîche, un petit peu d'insectes, un petit peu de terre, prendra de l'eau, et s'il y a des fruits à glaner quand ça tombe, des arbres dans le pré dans lequel il est en pâture, il sera heureux. Voilà. Mais les 6 premiers mois de sa vie, c'est du lait de sa maman. Ce lait, pour lui, il est complètement sophistiqué pour ses besoins spécifiques. Rappelons que le veau a plusieurs estomacs. Il y en a 3. Rappelons qu'il a une prise de poids importante à avoir les 6 premiers mois, 1 kg par jour. Rappelons aussi qu'il a besoin d'hormones et de facteurs de croissance spécifiques qui sont au nombre de 7. Quelle est la différence
entre du lait de vache et du lait humain? Déjà, pourquoi on donnerait du lait de vache à un humain? Si sa maman ne peut pas ou ne veut pas l'allaiter. Ne pas vouloir est une chose, ne pas pouvoir en est une autre. Et donc on sait que l'enfant, jusqu'à 3 ans, a une enzyme qui s'appelle la lactase pour digérer le lait de sa maman. Donc c'est-à-dire que la période de croissance du petit enfant pourrait aller jusqu'à 3 ans. En Allemagne, par exemple, plus de 90% des femmes allaitent. En France, sur les 3 premiers mois, moins de 30% des femmes allaitent. Donc évidemment, il faut se tourner vers des alternatives. L'alternative qui est choisie, c'est le lait de vache. Pourquoi? Simplement parce que la vache est l'animal domesticable qui produit le plus de lait. On peut en produire à haut rendement jusqu'à une 50aine de litres. Donc c'est uniquement par souci d'exploitation facile et rentable qu'on prend du lait de vache. Si une chatte, une chienne, une brebis donnerait 60 litres de lait, on arriverait à faire consommer aux individus du lait de chatte, de chienne ou de brebis. Il se trouve que là, c'est la vache qui donne beaucoup. Docile, domesticable, servile et à haut rendement, et avec des bonnes capacités de croisement génétique. Donc on substitue allègrement le lait maternel par du lait de vache. Quelles conséquences physiologiques ça a? On sait, par étude, que les enfants nourris au lait de vache ont un foie 50% plus gros que les enfants nourris au lait maternel. Ça s'explique parce que le lait de vache est très riche en gras, la caséine du lait de vache est excessivement grasse, très peu digeste, et même si transformée lourdement dans un lait qu'on dit entre guillemets et avec plein de guillemets maternisé, reste très difficile. Il est aussi trop protéiné. Le lait humain contient entre 1,8 et 2,1% de protéines. Il y a 25-30% d'acides gras et quasiment 70% de glucose, de glucides. Humain. Dans le lait humain. Le lait de vache, c'est beaucoup de graisse, beaucoup de protéines. Donc c'est pas adapté. Et le lait humain comporte 3 facteurs de croissance. On a vu que le lait de vache en comportait 7. Donc, des éléments sont faits pour les récepteurs hormonaux du veau et non de l'humain. En ceci, c'est pas que c'est incompatible, c'est que c'est dommageable. Aussi, par sa substance très grasse, le lait est à mettre au sommet des aliments dits mucogènes, c'est-à-dire qu'ils vont générer du mucus par des glandes qui tapissent les muqueuses de la sphère ORL notamment, et qui au contact du lait vont chercher à excréter ce que le corps considère comme quelque chose d'empoisonnant. « 75% de la population mondiale est intolérante au lactose du lait de vache. Froidement, si on dit cet aliment est pour une autre espèce, pour une certaine donnée, pour une certaine durée donnée, 6 mois, et 75% des individus ne peuvent pas le prendre. Objectivement, il n'y a aucune raison de le consommer. Or, on nous demande d'en consommer entre 3 et 4 fois par jour. Pour quelle raison? Le calcium.
comme s'il y avait uniquement du calcium dans le produit laitier. Pour quelle raison consommer autant de calcium? Pour prévenir l'ostéoporose. Or, les études démontrent un phénomène qu'on appelle le paradoxe calcium. En biologie nutritionnelle, il y a un phénomène qui s'appelle le paradoxe calcium, qui fait que, en fait, les individus qui consomment le plus de produits laitiers sont ceux qui ont le plus d'ostéoporose. Et on constate paradoxalement que là où on consomme très peu, voire pas de produits laitiers, il n'y a pas de cas d'ostéoporose. Par exemple, au Japon. Pas de produits laitiers, pas d'ostéoporose. Pays nordiques, pays occidentaux, beaucoup de produits laitiers, beaucoup d'ostéoporose. Donc les nutritionnistes s'arrêtent là avec un point d'interrogation. Mais c'est un fait biologique explicable assez facilement lorsqu'on s'intéresse à l'équilibre acide-basique et au terrain cellulaire de l'individu. Si on s'intéresse à l'équilibre acide-basique, il faut s'intéresser au pH du sang. Celui-ci reste dans une constante d'à peu près 7,3, donc il est légèrement alcalin. Ce qui rend le corps alcalin, il y a 4 minéraux alcalins dans le tableau de Mendeleïev. Le calcium, le magnésium, le potassium et le sodium. Ce sont des éléments alcalins qui vont servir de système tampon aux charges acides qu'on va pouvoir mettre dans l'organisme. Or, on a vu que le lait était un produit non physiologique. Donc, comme tout ce qui est non physiologique, c'est un élément acidifiant. Donc, cette acidité, générée par la consommation de produits laitiers, va déclencher des mécanismes d'adaptation pour tamponner cette acidité, en utilisant notamment le calcium. Or, seulement 30% du calcium des produits laitiers est physiologiquement assimilable par l'organisme. Ça veut dire que 70% est un déchet. Donc le peu de calcium qu'on va tirer des produits laitiers va être prioritairement utilisé à tamponner la grande majorité d'acides amenés par ce même produit laitier. Mais ça ne sera pas assez. Donc le corps ira chercher dans ses réserves. Où sont les réserves de calcium? Dans les os. Donc, ostéoporose. Et là, on voit le cercle vicieux dans lequel on s'enlise depuis quelques décennies avec les recommandations de la diététique classique qui s'évertuent à dissimuler les véritables raisons de du besoin de consommation de produits laitiers. Il y a quelques années, on va dire l'ANSES, donc le groupement de personnes qui recommandent tel ou tel aliment dans tel ou tel volume, qui élabore les menus, il y avait un comité directeur. 27 personnes. Sur ces 27 personnes, 21 avaient un lien étroit avec l'industrie laitière, et les 2 personnes à sa tête siégeaient au comité directeur et de Nestlé et de Candia. Ça démontre bien qu'aujourd'hui l'alimentation est une histoire de marketing, d'enjeux financiers et de lobby, et en aucun cas d'intérêt sur la santé ou de biologie cellulaire. La plupart des gens étant bien pensants et quelque part naïfs, pensent que ce qui est recommandé avec un tampon légal est forcément bon. De la même façon que la plupart des individus pensent que ce qui est mis sur le marché est bon. Pour autant, beaucoup de pesticides sont utilisés sans avoir été analysés ou sont reconnus dangereux. Beaucoup de médicaments, comme ceux sont aux bases de paracétamol, sont très dangereux pour la santé, mais toujours en vente libre. Beaucoup d'additifs alimentaires, d'édulcorants, d'exhausteurs de goût, d'émulsifiants sont sur le marché en ayant été reconnus néfastes. Donc une mise sur le marché n'est pas synonyme de bon pour la santé. On est rentré dans un cercle vicieux où il y a une énorme manne financière qui est générée par les produits laitiers, et il faut les écouler. Mais c'est ce qui se passait déjà sous Mendès France.
Donc ça fait des dizaines d'années que le lait est vendu, non pas comme quelque chose de bénéfique pour la santé, mais comme quelque chose de bénéfique pour l'économie. Mais ça fait le lit de pathologies diverses et variées auxquelles la plupart des praticiens de santé ne font jamais le lien. Eczéma, psoriasis, asthme, migraine, constipation, douleurs articulaires, polyarthrite rhumatoïde, maladie de Crohn, et j'en passe et des meilleurs, sinusite, rhinite, œsophagite, otite, toutes les pathologies en IT du système ORL trouvent une grande partie de leur cause dans la consommation de produits laitiers et surtout de lait de vache. La morve sortant du nez des enfants est le témoignage d'excrétion de mucus par le corps qui a été généré par l'introduction d'aliments mucogènes au rang desquels le lait figure en première place. Aussi, si on veut comprendre les ravages que ça fait au niveau digestif, quand un enfant transite du lait maternel où les selles sont inodores et vers le lait de vache où elles sentent acide, on se rend bien compte qu'il y a quelque chose qui dysfonctionne. Le lait de vache représente quelque chose qui est de l'ordre du poison, surtout dans la forme où il est consommé. Quels sont les bémols qu'on peut mettre à cela? Le lait cru, biologique. S'il n'est pas biologique, on va retrouver dedans des nitrates, du pu, qui reste sur l'épi, des antidépresseurs, parce que les vaches vivent dans un système concentrationnaire, donc dépriment, elles sont séparées de leur veau, donc elles pleurent les premiers jours, donc on leur donne des antidépresseurs, on leur donne aussi des hormones de croissance, on leur donne évidemment des antibiotiques pour pas qu'elles tombent malades, puisque le but c'est qu'elles produisent. Toutes sortes de choses. Sauf que le lait est un filtrat de tout ce qu'il y a dans le corps. Donc toutes ces choses-là vont être retrouvées dans les produits laitiers, et encore plus sur les fromages, où on va rajouter des antibiotiques dessus, pour éviter le développement de particules vivantes, et faire en sorte que ça se commercialise plus longtemps. Tout ce qui est à base de lait cru biologique pourrait, dans une certaine mesure, être consommé à l'occasion. Si on veut consommer du lait cru liquide, on le fait bouillir, et toute la mousse crémeuse qui est à la surface, on l'écume. C'est dedans que se trouvent les hormones de croissance, donc on l'enlève. Mais c'est de cette façon dont il était consommé. Si on fait du beurre clarifié, ça va être la même chose, on va garder juste la substance grasse dedans, seront exemptes les protéines et toute information nocive. Le fromage au lait cru, par sa fermentation aussi, pourra être plus comestible, mais qu'est-ce qui est vendu? Du lait pasteurisé à ultra haute température, non biologique, et puis c'est du lait de peut-être 40 vaches qui est mêlé. Ça n'a plus aucun sens. Dire « nous avons toujours consommé du lait », c'est comme dire « nous avons toujours consommé du pain ». Ça n'a rien à voir, ce n'est plus le même aliment. Il faut regarder biologiquement de quoi on parle. Et aujourd'hui, les produits laitiers sont d'une nocivité extraordinaire. Génèrent du mucus, congestionnent le système lymphatique, acidifient le corps et obstruent le fonctionnement global de ces organes et de la relation de ces organes entre eux. C'est une nuisance très haute. Et c'est pas un phénomène de mode, puisque depuis des années, tous les gens qui retirent les produits laitiers décrivent sans trouver mieux. J'ai oublié de parler de la tendinite aussi. Un des grands bénéfices de l'arrêt des produits laitiers sont la sécheresse musculaire et tissulaire, au rang desquels la tendinite figure en très bonne place. Donc les produits laitiers, pour la digestion et tout ce qui est corollaire, est vraiment nuisible. La question c'est, si je mange pas de produits laitiers, je vais pas avoir de calcium.
on a répété que 75% de la population mondiale, ce qui fait quelques milliards d'individus, ne tolèrent pas les produits laitiers. Où vont-ils chercher leur calcium? Déjà, quelles sont les recommandations en calcium? La France dit 1300-1400 mg de calcium par jour. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, dit ça peut s'entendre à 500 mg. Donc on est quasiment 3 fois plus. Pour les raisons de lobby qu'on a évoquées, évidemment. On va être gentil, on va couper l'apport en deux. 1000 mg. Je prends un demi brocoli. J'ai mon calcium pour ma journée. Je prends une poignée de figues sèches, quelques amandes. J'ai mon calcium pour la journée. Mais en fait, je prends n'importe quel légume vert, et j'aurai du calcium à foison. J'en aurai même trop. Il y a tous les légumes verts, tous les légumes, tous les fruits contiennent du calcium en très haute dose. Constater une carence en calcium, c'est très rare, extrêmement rare, sauf chez les consommateurs de produits laitiers qui ne comptent que là-dessus. C'est là qu'on la constate, cette carence. La vache, l'éléphant, ont-elles une grosse structure osseuse? Oui. Consomment-ils des produits laitiers? Non, comme tous les mammifères de la planète en fait. Ils consomment juste des végétaux. Donc le calcium, comme tous les minéraux alcalins, viennent en profusion et en quantité extrêmement concentrée des végétaux. Mais tous les fruits, noix, légumes, il n'y a même pas à se poser de questions, c'est insolent de concentration au niveau de sa quantité. Donc il n'y a aucun risque. Et là, pour le coup, c'est du calcium qui est assimilable à 75%. Donc on a un rapport inverse avec le calcium des produits laitiers. Le mieux, c'est de faire l'expérience. Alors on parle pour les enfants. Mais l'enfant, déjà, il faut faire un plaidoyer véritable pour l'allaitement. Il y a une déresponsabilisation des humains, et quand je dis humains, je dis père et mère, sur le fait de ne pas allaiter l'enfant. J'entends dire des femmes, je ne vais pas allaiter mon enfant, je suis pas une vache. Et je réponds à chaque fois, puisque ça on me le dit souvent, que vas-tu donner à ton enfant? Eh bien du lait. Je dis quel lait? Du lait maternisé. Qu'est-ce qu'il y a comme lait? Le lait maternisé, du lait de vache. Donc ton enfant est un veau. Tu ne veux pas être une vache, mais tu fais de ton enfant un veau. Tout un tas de considérations mentales. Et j'ai le droit d'être dans le jugement débile, puisque j'entends dire aussi je veux pas me déformer les seins, ou mon mari ne veut pas que quelqu'un d'autre que lui touche mes seins, ou le père veut avoir aussi le plaisir de nourrir l'enfant. Ça, c'est une absence de travail sur soi-même qui aurait dû être réalisée pendant les 9 mois de la grossesse. 9 mois de grossesse, c'est 9 mois pour réfléchir à son positionnement, à ce qui est bon ou pas, et quel parent on veut être. Si le papa veut nourrir son enfant, il peut le faire autrement qu'avec le biberon, il peut nourrir sa femme. Puisque le lait va être le filtrat de ce qu'il a donné à sa femme, il nourrira son enfant. Si la mère ne veut pas que quelqu'un d'autre que son mari touche ses seins, il faut qu'elle comprenne qu'avant tout les seins ont été designés par la nature pour transmettre la vie par le lait. Ça peut être un objet sexuel, mais c'est secondaire. Si elle a peur de se faire déformer les seins, un bon allaitement ne déformera pas les seins. Mais il y a quantité de choses. Et c'est avant tout de la pédagogie, de l'information et du travail personnel. On ne peut pas laisser à l'enfant le soin de porter ces distorsions-là. Parce que la question que se pose beaucoup, c'est oui, si je donne pas ça, qu'est-ce que je peux donner? Déjà, essaye de donner. Ensuite, chacun est libre de faire son choix.
Et derrière, faut l'assumer. On va pas plaindre les maux de l'enfant, qu'il soit asthmatique, qu'il a la diarrhée, qu'il soit constipé, qu'il soit malade, chronique, s'il n'a pas sa nourriture physiologique, celle que lui offre la nature. Il faut accepter les conséquences. J'accepte que l'enfant ait des troubles de santé, puisque j'ai accepté, j'ai décidé, de mon propre chef, de ne pas lui donner la nourriture physiologique qui est faite pour lui. Il existe tout un tas d'autres laits, mais celui qui est le plus commercialisé, le moins cher, c'est le lait de vache. Physiologiquement, celui qui se rapproche le plus du lait maternel, et qui ne demande pas d'enzymes pour être digéré, c'est le lait de jument. Le lait de jument est cependant déficient en acides gras, donc il faut le compléter. Mais à chacun de faire ses recherches là-dessus. Au deuxième rang, le lait d'ânesse, mais plus difficile à trouver. Mais ça se trouve. Ensuite vient le lait de chèvre, qu'on travaillera avec les conseils d'un praticien de santé adapté, et ensuite le lait de brebis. Ça fait déjà 4 alternatives au lait de vache. Oui, c'est plus exigeant, mais c'est pas parce qu'on est en prolifération sur palette dans les supermarchés que c'est une obligation et un aspect unique. Quelles sont les limites pour une mère à allaiter? Il faut le mettre en avant aussi. Une grave intoxication aux métaux lourds, par exemple, puisque la mère va détoxifier ces métaux par le lait, donc les retransmettre par l'enfant. Une forte prise médicamenteuse, pour les mêmes raisons. En fait, tout ce qui va être dans le sang de la mère va transiter. S'il y a une maladie auto-immune avec immunosuppresseur et grosse prise médicamenteuse, ça ne sera pas vraiment bénéfique. Ce qui sera bénéfique, ce sera juste de le mettre au sein sans qu'il tète, pour avoir le câlin. Je ne vais pas détailler l'allaitement, c'est pas le but de la causerie, mais on pourra en parler des heures aussi. Je crois qu'il est recommandé aux femmes qui ont le sida de ne pas allaiter. J'avoue ne pas avoir investigué dessus, je ne sais pas si c'est par précaution ou si c'est un fait réel. Je ne sais pas, j'ai pas assez de données là-dessus. Là aussi, c'est aux personnes à investiguer. J'avoue ne pas savoir. Il y a quelques exceptions, et là, oui, il y a ça. Mais il y a encore le phénomène de, pour les petits, et j'encourage surtout les femmes qui ont des naissances prématurées à recourir au système de nourrice, puisqu'il y a des femmes qui ont trop de lait et qui apportent leur surplus de lait aux hôpitaux pour nourrir les prématurés. Et c'est un geste à saluer et à encourager, puisque ça, c'est déjà des vies fragiles. Et quand un enfant peut avoir une nourriture physiologique quand il est fragile, il a de plus grandes chances de se développer en meilleure santé. On pourrait parler du lait des heures et des heures. Je pense que ça donne déjà quelques pistes de réflexion. Il y a un livre excellent qui fait une bonne synthèse, qui est de Thierry Soucard, qui est un nutritionniste qui a beaucoup travaillé sur le sujet, qui s'appelle « Lait, mensonges et propagande », qui est vraiment très bien fait, et qui détaille en long, en large et en travers tout un tas d'études. C'est une bonne synthèse. C'est aux éditions Thierry Soucard. Voilà, pour aller plus loin, j'encourage la lecture de ce livre. Venons-en maintenant à la deuxième catégorie d'aliments nocifs, très présents dans l'alimentation, qu'on appelle les féculents. Féculents, ça veut tout dire et rien dire. On met dedans du maïs, des pommes de terre, du blé, de l'avoine, du riz. En gros, des aliments amidonnés. Aujourd'hui, il est bon ton de dire que le gluten est un phénomène de mode. C'est vrai, qu'on en parle énormément depuis peu d'années. Depuis 5-6 ans, ça a explosé. Il y a une prolifération d'informations sur le sans gluten. Il y a une prolifération aussi de produits alternatifs dans les rayons et des magasins bio, mais maintenant des supermarchés. Même Barilla, la marque de pâtes, s'est mise à faire une gamme sans gluten depuis quelques années, sur base de maïs. Donc c'est une réalité objective. Que c'est un effet de mode, oui.
Et quand on me pose la question, je dis, c'est une mode bizarre que de s'imposer un changement alimentaire, que de s'imposer une exclusion sociale, que de s'imposer à cuisiner autrement, et de s'imposer à payer plus cher. Et là, la mode est vraiment maso. Donc sans doute qu'il y a peut-être une part de bénéfice pour les gens qui s'imposent ces 4 contraintes-là. Les bénéfices semblent être assez énormes, puisque certains évoquent joyeusement de grosses améliorations du trouble du système digestif, d'amélioration des problèmes de peau, amélioration de congestion de la sphère ORL, amélioration de douleurs articulaires, amélioration de céphalée, bref, tout un tas de mots divers et variés, plus ou moins forts, et qui, du coup, laissent à penser qu'il y a bien quelque chose. Derrière le mot gluten, il y a le mot glu, qui signifie colle. On a fait augmenter la teneur en gluten des aliments, notamment du blé, pour leur facilité à être pétris, à les rendre collants. N'importe qui aujourd'hui peut faire du pain, alors qu'avant c'était un artisan boulanger, ça relevait de l'artisanat. Aujourd'hui c'est plus de l'artisanat, c'est n'importe quelle machine peut le faire, et n'importe quel apprenti plus ou moins intéressé, au bout de 2 semaines, peut faire du pain, à peu près correctement. Ce qui n'était pas le cas il y a plusieurs années, où ça demandait un savoir-faire, un apprentissage méticuleux, et un toucher spécifique. Le fait d'augmenter la concentration du gluten augmente la quantité de colle. Mais cette colle, elle va obstruer tout un tas de fonctions métaboliques. En naturopathie, on divise les maladies en 2 catégories. Les maladies à cristaux et les maladies à colle. Les maladies à cristaux sont douloureuses. Cristaux d'acide urique, cristaux sous forme de calcul dans la vésicule biliaire, dans les reins. On les sent, ça fait mal. La maladie à colle, c'est plus sournois. Ce sont des substances visqueuses, collantes, translucides, qui viennent empêcher les fonctions métaboliques de s'établir correctement, qui viennent empêcher la bonne assimilation des nutriments. Ça englue. C'est des maladies sourdes et lourdes, qui s'installent avec le temps. Or, en augmentant la concentration en gluten des aliments, on augmente cette colle qui empêche la bonne réalisation des fonctions physiologiques et on augmente la production de mucus pour que le corps s'en défende et cherche à l'expulser. J'ai tout un tas de causeries où je parle et je développe en long, en large et en travers le gluten, donc je vais passer dessus, pour m'attarder plus sur le cas général de l'amidon. L'amidon, c'est un sucre complexe. Donc il demande un travail complexe. On dit sucre lent, à la différence des sucres rapides que peuvent être les fruits. On dit que les sucres lents sont bons, car ils déversent de l'énergie lentement et graduellement. Moi je dis, ça fait travailler l'organisme en permanence sur des mécanismes complexes. Donc ça l'épuise. Et d'une. Qu'en est-il aujourd'hui? Avons-nous besoin de sucre lent dans le monde sédentaire dans lequel on vit? Pas vraiment. Et même sans ça, si on a un mode de vie poussé, nous avons ce qu'on appelle une réserve de sucre dans le foie, qui s'appelle le glycogène, qui s'élève à plusieurs milliers de calories. Et si on mange suffisamment de fruits, cette réserve de sucre va pas être stockée dans les graisses, comme c'est le cas des sucres complexes, elle va être stockée dans le foie et distribuée en fonction des demandes spécifiques de l'organisme. Donc manger des fruits est aussi efficace que de manger des sucres complexes, qui s'ils ne sont pas utilisés tout de suite, vont être stockés. C'est pour ça qu'on dit que les féculents font, entre guillemets, grossir. Simplement parce qu'ils ne sont pas utilisés. S'ils sont utilisés, comme c'est le cas des sportifs, il n'y a pas de stockage. Mais peu de sportifs dans la population. Mais énorme
consommation de produits amidonnés. Ça commence dès le matin, avec du pain, ou des céréales, ou des tartines, ou des biscottes. La pause de 10 heures, une petite barre de céréales, ou un croissant, généreusement amené par le collègue. Puis le midi, il y aura du pain, voire des pâtes. La pause aussi de 4 heures, on va reprendre une petite barre de céréales. Le soir, on va grignoter un bout de pain, puis en mangeant, on va reprendre du riz. Et ben, on aura mangé 6 fois des sucres lents dans la journée. On aura déclenché 6 processus de digestion de sucre complexe, qui à chaque fois prennent entre 3h30 et 4 heures. Donc, on est en digestion permanente de 7 heures du matin jusqu'à 23 heures. Digestion permanente. Les produits amidonnés faits de sucre complexe mobilisent une énorme partie des ressources énergétiques de la digestion. Plus que cela, ces aliments amidonnés, surtout les céréales, ont quelque chose de très nuisible pour l'organisme, l'acide phytique. L'acide phytique est présent dans toutes les céréales. C'est un acide qui déstructure moléculairement les nutriments. Ainsi, on pense consommer du zinc, du calcium, du magnésium, du phosphore dans les céréales. Or, du fait de cet acide phytique, on va en réalité consommer et amener aux cellules des phytates de zinc, phytates de calcium, phytates de potassium, phytates de magnésium, phytates de phosphore. C'est-à-dire des nutriments non colloïdaux, inorganiques, inassimilables par la cellule, et donc considérés par le corps en tant que déchets. Donc ce sont des aliments morts, et qui, du coup, vont empêcher le fonctionnement correct de les cellules et demander une grande ressource énergétique au niveau de l'équilibre acide-basique. Donc les céréales sont acidifiantes. On dit souvent aux végétariens qu'il y a un risque de carence en zinc. C'est vrai, on constate plus de carence en zinc chez les végétariens que chez les, entre guillemets, omnivores. Donc on leur dit, consommez plus de céréales complètes, puisqu'il y a beaucoup de zinc. Mais on fait le lit de leur carence, puisqu'en fait ce zinc, c'est du phytate de zinc qu'on leur donne. Donc ils en trouveront jamais, à moins qu'ils aillent vers d'autres ressources en zinc. C'est la même problématique que le grand buveur de lait qui ne compte que sur son lait pour le calcium et qui a de l'ostéoporose. On a des consommations très restreintes. On dit omnivore, mais en fait un omnivore moyen mange très peu d'aliments. Si on a une grande palette alimentaire, c'est ok, mais la plupart des individus consomment un nombre restreint d'aliments. Et, en préambule, on disait que les produits laitiers et les céréales constituent une large partie de notre alimentation. Mais c'est une alimentation vide, qui ne comporte rien d'autre que des calories, mais peu de micronutriments. Donc c'est un vrai problème. Les produits amidonnés sont mucogènes, c'est-à-dire générateurs de mucus, de colle. Et on le voit aux sensations que ça provoque dans toute la sphère ORL, cette production de mucus. Dans les oreilles, un peu de cire, de l'excrétion par le nez, des crachats par la bouche, des glaires. On va voir ça aussi sous forme de petites croûtes au coin des yeux le matin. Tout ça, ce sont des excrétions de mucus générés par des aliments mucogènes, et les céréales sont au premier lieu, en première catégorie. Vont nous amener à avoir une sudation plus abondante et plus acide, et solliciter énormément les reins de façon négative, du fait de nombreux acides qu'ils génèrent, et sont très lourds à la digestion. Mais encore une fois, ils n'apportent rien d'autre que des calories vides. Comment les céréales pourraient être consommées? De manière générale, qui consomme des céréales dans la nature? Les oiseaux et les rongeurs. L'anatomie de l'oiseau, c'est un jabot, un gésier. Je fais prégermer ma graine et je la broie. Si on veut consommer des céréales, je dis ok,
faisons le cru. Manger des céréales crues, c'est très laborieux. Il faut mastiquer un moment. Mais cette mastication, elle ne serait pas vaine, puisque dans la salive, nous avons de l'amylase, une enzyme qui sert à digérer, scinder l'amidon. Sauf que quand on consomme des céréales, c'est toujours sous forme de pâte et cuit. Donc il n'y a pas d'insalivation, on l'avale entre guillemets tout rond. En mastiquant la graine crue, on enrobe le grain de salive, donc d'amylase, et on le prédigère. Personne ne le fait. En revanche, qu'est-ce qu'on pourrait faire? On pourrait faire germer la graine, la faire tremper, et là on ne consomme plus un grain sec, inerte, en dormance. On consomme une graine germée, c'est-à-dire une plante en devenir. C'est plus la même chose. L'amidon est scindé en sucre simple, à travers le processus de germination, et la vitamine E inhibe en plus le gluten. Et là on ne consomme plus la même chose. Il suffit de quelques heures pour certaines graines. Pour le riz, ça sera plus long, ça sera 48 heures. Si on veut être convaincu des effets néfastes du riz, il suffit juste de le laisser tremper une nuit dans une gamelle d'eau, et on observe ce qui se passe à la surface. C'est collant, gluant, ça fait des bulles, c'est de l'amidon. Et c'est ça qu'on dépose sur toutes les muqueuses de là où va passer le riz. D'ailleurs, il y a un remède de grand-mère pour la gastroentérite, c'est de boire l'eau du riz, ou l'eau de trempage ou l'eau de cuisson. Mais ça arrête la gastro, pourquoi? Parce que la gastro, c'est un nettoyage de la sphère intestinale, une détoxination. Si je remets un voile collant, gluant, visqueux sur les intestins, je coupe ce nettoyage. Mais c'est pas un remède, c'est un pansement qui aggrave considérablement la cause. On remet de la colle, on tapisse les intestins, et en faisant ça, on augmente encore la difficulté qu'aura l'intestin à assimiler correctement les nutriments. La plupart des carences éprouvées par les individus ne sont pas des carences d'apport, mais des carences d'assimilation. Et en premier lieu, c'est une mauvaise assimilation au niveau de la muqueuse intestinale, du fait de consommation de produits amidonnés ou mucogènes, et ce mucus va se déposer et tapisser tout le tractus intestinal pour rendre très difficile l'assimilation des nutriments. Donc en graines germées, ça irait. Ou alors on peut les faire fermenter. C'est ce que font notamment les Indiens, par exemple, en faisant des doshas, sorte de crêpes, où font tremper, pré-germer, puis fermenter des céréales ou des légumineuses comme le riz ou les lentilles corail. Et là, on inhibe l'acide phytique. Mais c'était la même chose avec le pain ou le vin naturel, fermenté, où ce pain pouvait se garder plusieurs jours, jusqu'à 10 jours, parce que là, on était sur des grains fermentés. Du pain vivant. Aujourd'hui, on peut mettre n'importe quel boulanger au défi de ne pas rendre son pain dur au bout de 24 heures, ça va être compliqué. Alors qu'avant, on pouvait le garder jusqu'à 10 jours. Donc, quand on me dit on a toujours mangé du pain, je dis non avec véhémence, puisque c'était un grain qui comportait 7 paires de chromosomes, aujourd'hui il y a 21 paires de chromosomes, c'était un grain qui avait 7-8% de gluten, aujourd'hui on a jusqu'à 15-20% de gluten, et c'était un grain qui était fermenté, et qui était consommé complet. Donc vous voyez que ça n'a rien à voir. Quand on dit on a toujours mangé du pain, c'est faux. Et aujourd'hui on y rajoute 7 grammes de sel pour une baguette. Donc quand on mange du pain blanc, on mange un aliment mort, dévitalisant, surcuit, bourré de sel et de sucre, avec rien d'autre. C'est un aliment qui amène la décrépitude et l'épuisement de l'organisme. Si on consomme du pain germé, et on a souvent du pain SN, là oui, puisque la graine a trempé, germé, a été pétrie, cuite à basse température. Celle qui est dans le commerce, on trouve à 90 degrés. On peut en faire du pain à 40 degrés aussi, artisanal. C'est une question de choix et de positionnement. Si on veut continuer à consommer des céréales, des produits amidonnés, pas de problème. Même chose, on peut faire une entorse pour la pomme de terre. La pomme de terre, même chose, quand on fait cuire ou tremper des pommes de terre coupées en morceaux, on voit l'amidon qui se dépose à la surface. C'est cette colle-là qu'on prend. Bon,
Si on aime les pommes de terre, on peut les faire cuire au four. On casse les chaînes d'amidon et on peut la consommer ainsi. Ou alors, on la fait tremper toute une nuit pour commencer d'évacuer l'amidon. Mais on peut faire la même chose avec le riz. On le fait tremper 12 à 24 heures, on laisse sortir l'amidon et ensuite on le fait cuire. Traditionnellement, déjà, là où le riz est beaucoup consommé, on le rince plusieurs fois. Donc c'est qu'on sait qu'il faut le débarrasser de son amidon. Aujourd'hui, on recherche le riz qui a la cuisson la plus rapide, donc on arrive à du Oncle Ben's à 4 minutes, ce qui est un prodige incroyable, je me demande comment c'est fait, puis surtout on le consomme blanc, raffiné. On dépense une énergie industrielle folle à dénaturer et à appauvrir les aliments. Le sel, on ne garde que le sodium, puis on enlève 80 minéraux et oligo-éléments. Le sucre, on le raffine, on ne garde rien, du sucre complet. Et la farine, on la raffine, on ne garde rien. On blanchit tout. C'est esthétique, mais surtout quoi? Ça permet d'en consommer plus, d'en faire consommer plus. On aura tendance à mettre plus de sucre blanc que de sucre complet. On aura tendance à mettre plus de sel blanc que de sel complet. Donc on dépense de l'énergie à appauvrir les aliments. Et les aliments complets vont coûter plus cher que les aliments raffinés. Pourtant, un aliment complet n'a pas demandé tout un travail industriel derrière. Donc on est dans un non-sens et dans une folie absolue, et la diététique et la nutrition classique vantent les mérites de ces aliments. Et je parlais d'un exemple type que je voulais mettre en avant, qui était le diabète. Le diabète représente la représentation de la folie des temps modernes. Le diabète est un problème de régulation du sucre par l'hormone insuline sécrétée par la glande pancréas. C'est une maladie grandissante qui touche des millions d'individus dans le monde. Et des individus de plus en plus jeunes. C'est pas sans conséquence parce que le diabète est invalidant, amène à des conséquences comme la dialyse, la cécité, et la plupart des gens qui sont amputés, les 3/4 des gens qui sont amputés sont souvent des diabétiques. Parce qu'évidemment, quand le sang est bourré de sucre, pour la cicatrisation, c'est pas évident. Mais on n'informe pas les risques de ces gens-là, ou alors très peu. Mais l'éducation par la peur, c'est très limité. Il faudrait expliquer ce que c'est que le sucre. Correctement, concrètement, les mécanismes. Que donne-t-on à un diabétique? Des produits laitiers, des céréales. On va lui dire de faire attention au sucre, des pâtisseries, des choses comme ça. On va lui dire de ne pas manger trop de fruits. Mais on mélange tout. Absolument tout. Absolument, absolument, absolument tout. La lactase, qui nous sert à digérer le lactose, est valable pour le lait humain. Mais par dégénération progressive et générationnelle, certains, 25% d'entre nous, ont réussi, par des phénomènes d'adaptation, à digérer le lait de vache, qu'on érige au sommet de la pyramide alimentaire, donc aux diabétiques qui sont faibles, consommer surtout des produits laitiers. Bon, pourtant c'est bourré de sucre, de lactose. Et surtout, ce qu'on oublie de dire, c'est que les récepteurs à l'insuline bovine et humains, au niveau de leur structure ADN, sont quasiment identiques. Donc à chaque fois que je vais consommer du lait de vache, je vais déclencher une production d'insuline. Or, c'est déjà tout le problème du diabétique. La première des règles pour un diabétique, ça devrait être de supprimer définitivement les produits laitiers. Ce n'est pas fait. La deuxième règle, ça serait de lui dire de supprimer définitivement et complètement tout produit amidonné, puisque ce sont des sucres complexes à digérer, qui mettent des heures à se digérer, et qui vont nécessiter un grand travail au niveau de l'insuline, puisque la personne diabétique est souvent sédentaire.
On parle souvent de la consommation des pommes de terre. Ça a toujours été faite. Oui, qui en mangeait? Les paysans. Les paysans, est-ce qu'il est sédentaire? Et en activité, une bonne dizaine d'heures par jour. Donc ces sucres complexes, lui, les stocke pas, il les utilise. Mais un diabétique qui va manger ses pommes de terre, par exemple, eh ben, il va faire son travail, son pancréas constamment. Et les céréales, ça va être la même chose. Et ça, on le voit. Moi, je le vois tous les jours, de faire arrêter produits laitiers et céréales diminue la teneur en sucre dans le sang. Je le vois sur les rapports de dextro que me présentent les gens et sur ce que leurs diabétologues et oncologues leur disent en ne comprenant pas ce qui se passe, alors que le taux est divisé par 2. Vous étiez à 2,20, vous êtes à 1,10 en 3 mois. Qu'est-ce qui se passe? Ben, j'ai enlevé les produits laitiers et les céréales. Et si c'est valable pour un diabétique, pourquoi ce serait pas valable pour le commun des mortels? Mais moi je vais même plus loin. Je suis des personnes en dialyse, donc ils vont se faire renouveler leur sang artificiellement 3 fois par semaine. Ils mangent des produits laitiers, des céréales, me disent, j'ai les jambes coupées, j'ai des maux de tête, je me sens lourd, je suis fatigué. Enlève ensuite produits laitiers, céréales, et non plus ces symptômes-là. Là, ce sont des maladies extrêmes, mais qui révèlent bien la nature de ce qui est bon ou pas pour un individu. Le diabète est un souci de sucre, et un diabétique peut consommer des fruits. C'est une chose de prendre du fructose avec des fibres que de prendre des glucides complexes qui demandent des heures à être travaillés, ou du lactose, de lait de vache qui n'a rien à faire dans l'organisme d'un humain. 2 recherches parallèles sur le diabète, 1 de la part du docteur Gabriel Coussens dans l'Arizona et 2 de l'université de Newcastle, disent pour des diabétiques de type 2, de ne les faire manger que des végétaux verts pendant 3 semaines, sans complément alimentaire, les rend non diabétiques, et ce de manière durable. Qu'est-ce qu'on a fait? On a laissé au repos le pancréas, on l'a laissé régénérer ses cellules, et en ne l'épuisant pas à des fonctions complexes, il régénère ses capacités à sécréter correctement de l'insuline. Avec un régime classique donné et ordonné à un diabétique, il n'a jamais l'opportunité de le faire. Mais on va encore plus loin dans l'immondice aujourd'hui, où on dit à un diabétique, vu que vous avez une maladie incurable, c'est déjà un fardeau à porter, ne vous souciez pas trop de votre régime alimentaire, piquez-vous à l'insuline et adaptez votre piqûre en fonction de ce que vous mangez. Donc là, il y a une pédagogie zéro, et surtout, on ne mentionne pas l'horrible avenir que va avoir le diabétique. Sa cécité, ses problèmes de dialyse, et tous les problèmes dangereux qui peuvent s'en suivre, on a vu les problèmes d'écorchure, etc. Vu que c'est une maladie dite incurable, prétendue, eh bien, on accable le patient plutôt que de l'aider par la pédagogie, plutôt que de le former à se nourrir correctement. Et le former correctement, ça serait de lui dire, les produits amidonnés et les produits laitiers sont quelque chose qui sont toxiques pour vous. Mais en réalité, monsieur ou madame, les produits amidonnés et les produits laitiers ne sont pas que toxiques pour vous. Vous êtes la partie émergée de l'iceberg, vous êtes la partie la plus faible, mais ils sont toxiques pour tous vos congénères. Ils n'ont jamais rien eu à faire dans aucun système humain. Ils sont là pour remplir des calories, ils sont là pour éviter de la famine, mais ils ne sont pas là pour nourrir les cellules, ils ne sont pas là pour développer la santé,
Ils sont pas là pour apporter quelque chose de vitalisant, et ils sont pas là pour vous amener plus loin dans vos avancées. Ce sont des aliments morts qui amènent à spoiler les ressources énergétiques de l'organisme pour les tolérer, et rien d'autre que les tolérer, et qui n'amèneront, dans leur consommation, jamais la santé. Oui.